Le président de la République reçoit nos compatriotes de retour des territoires maliens après leur enlèvement lors d'une attaque à main armée contre un chantier de travaux publics entre les villes de Kala et de Nouara. Le Conseil des ministres approuve nombre de projets de loi et de décrets, dont un projet de loi relatif au patrimoine culturel subaquatique. L'Assemblée nationale adopte un projet de loi relatif au renforcement de l'enseignement et à l'apprentissage des sciences, des technologies et de l'innovation dans les établissements de l'enseignement secondaire. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a reçu en audience ce soir au palais présidentiel nos compatriotes Al-Khalil El-Rabbani et Abdallah El-Shrif, qui étaient enlevés le 17 juillet 2021 lors d'une attaque armée contre un chantier de travaux publics situé entre les villes de Kala et de Nouara en territoire malien. À l'issue de l'entrevue, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Saad Merzoug, a déclaré que par cette audience, le président de la République a honoré les 2 employés de l'ATTM enlevés en territoire malien et libérés après 11 jours de captivité. Aujourd'hui est un jour de joie et de fierté pour le peuple mauritanien qui est félicité le président de la République qui s'est engagé dans les premières heures du kidnapping et qui a pris les dispositions pour leur libération. Tous les mécanismes de l'État, armée, forces de sécurité, renseignements et relations personnelles ont été mis à contribution pour atteindre cet objectif, a souligné le ministre. M. Mohamed Saad Merzoug a enfin rappelé que le président de la République avait dépêché après le rapt des émissaires aux familles des victimes pour les rassurer. Cet engagement a été honoré avec souplesse et professionnalisme. Je saisis l'opportunité pour souhaiter la bienvenue à nos compatriotes et remercier tous ceux qui ont contribué à leur retour à la mère patrie, a-t-il conclu. Rappelons que les 2 compatriotes libérés sont arrivés ce soir à l'aéroport militaire de Nouakchott accompagnés du Wali du Houta al-Sharqi, M. Cheikh Abdallah El-Lawa. Ils ont été accueillis à l'aéroport par les ministres de la Défense nationale, de l'Intérieur et de la Décentralisation, du pétrole, de l'énergie et des mines, ministre de l'Équipement et des Transports par intérim et du chef d'état-major général des armées. Le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de loi et de décrets. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Abdelrahman Hamad. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 28 juillet 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi autorisant la ratification de la République islamique de Mauritanie de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique adoptée à Paris le 2 novembre 2001. La ratification de cette convention par notre pays revêt une importance toute particulière car elle consacre la protection du patrimoine culturel subaquatique contre les actes de pillage, de destruction et d'exploitation commerciale à la faveur notamment des techniques dont disposent les chasseurs de trésors. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret numéro 2012-030 du 25 janvier 2012, instituant une nouvelle carte nationale d'identité et fixant les règles de sa délivrance. Le présent projet de décret vise un double objectif de modernisation et de conformité légale et permettra non seulement de moderniser les équipements et logiciels du système intégré de gestion des populations et des titres sécurisés, ainsi que les documents légaux à délivrer, mais aussi et surtout de prendre en considération les couleurs nationales telles que définies par les dispositions de la loi 2017-023 du 24 octobre 2017
portant description du drapeau de la République islamique de Mauritanie. Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret numéro 2012-32 du 26 janvier 2012, modifié par le décret numéro 2012-111 du 2 mai 2012 réglementant les titres de voyage. Le présent projet de décret relatif au titre de voyage intervient pour faciliter la mise en œuvre de la stratégie des pouvoirs publics visant à concilier d'une part les paramètres de modernisation du système intégré de gestion des populations et de titres sécurisés et de sécurisation des titres de voyage et d'autre part l'impératif de satisfaire aux engagements de l'État découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié. Projet de décret portant déclaration d'utilité publique de l'emprise de l'assiette foncière requise pour la réalisation du projet de construction du pont de Rosso et de ses voies d'accès. La déclaration d'utilité publique du projet de construction du pont de Rosso, objet du présent projet de décret, constitue la dernière étape avant la pose de la première pierre de cet ouvrage tant attendu de part et d'autre de deux rives du fleuve, symbole entre autres d'une amitié séculaire et d'une coopération mutuellement avantageuse entre notre pays et le Sénégal frère. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société mauritanienne des hydrocarbures. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Office national des services de l'eau en milieu rural, ONSER. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 2011-57 du 14 février 2011, modifiant certaines dispositions du décret numéro 2960 du 29 avril 2009, portant création, organisation et fonctionnement du Centre national des œuvres universitaires. Son Excellence le Président de la République a engagé le gouvernement à tout mettre en œuvre en vue d'aider et faciliter l'exécution du programme du projet d'exploitation du champ gazé Grande Tortue Hmeïm. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, personne responsable des marchés publics, Cheikh Ahmed Doubabou. Précédemment, même poste au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ministère de l'Agriculture, cabinet du ministre, conseiller chargé des affaires juridiques, Lam Mokhtar, juriste et administrateur civil. Ministère de l'Emploi et de la formation technique et professionnelle, établissement public, Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, directeur général, Mohamed Dié Sidati Oul Mohamed El Mahfouz, précédemment directeur général de la Société Télédiffusion de Mauritanie. Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, cabinet du ministre, personne responsable des marchés publics, Sid Ahmedoul Mustafa, précédemment même poste au ministère du pétrole, des mines et de l'énergie. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cabinet du ministre, chargé de mission, Mohamed Lamine Ahmed Zaidan, précédemment même poste. Mohamed Al-Khabbaz, précédemment même poste. Al-Qadi Aynine, précédemment conseiller chargé de la communication. Bettar Al-Arbi, précédemment directeur des ressources humaines. Diabira Galadio, précédemment conseiller juridique. Personne responsable des marchés publics, Mohamed Yahdi Sid Ahmed, précédemment même poste au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Conseiller juridique, Hatem Mohamed El-Mami, professeur habilité à la faculté des sciences juridiques et économiques. Conseiller chargé de la recherche scientifique et de l'innovation, Ali El-Bukhari, précédemment directeur de l'ANRSI. Conseiller chargé de l'enseignement supérieur, Sidi Mohamed Ould-Dadi Sayyid, professeur habilité à la faculté des lettres et sciences humaines. Conseiller chargé de la coordination pédagogique, Mohamed Abdelrahman Bogga, maître de conférences à la faculté des lettres et sciences humaines. Conseillère chargée de la coopération internationale, Hanna Bounama, master D, études anglophones. Conseiller chargé de la communication, Udoum Mohamed Lamine, maître assistant à la faculté des lettres et sciences humaines. Inspection interne. Inspecteur général, Sid Ahmed El-Zaizim, précédemment inspecteur chargé du contrôle administratif et de gestion. Inspecteur chargé du suivi des établissements publics, Amadou Conté, précédemment directeur de l'AMA KIES. Inspecteur chargé des établissements privés, Ishaq Abbat, précédemment directeur de l'enseignement supérieur privé.
Inspecteur chargé du suivi de la mise en place des stratégies et des plans d'action du département, Bouha Amar, précédemment même poste. Inspecteur chargé de la recherche scientifique, Issa Bouraye, précédemment directeur de l'enseignement supérieur. Inspecteur chargé du contrôle administratif et de gestion, Mohamed El-Mokhtar ou Ahmedou Di Kar, précédemment même poste. Administration centrale, direction de l'enseignement supérieur, directeur Ahmed Douna Abdi, précédemment directeur général adjoint AMA QES. Directeur des bourses et de l'orientation, directeur Sadvi Sakhawi, précédemment directeur de l'évaluation, du partenariat et de l'insertion professionnelle. Alina, maître de conférence à la faculté des sciences et techniques. Direction de la recherche scientifique et de l'innovation, directeur Mohamed Yahya Mohamed Salmedda, maître de conférence. Direction de la coopération internationale, directrice Mariam Bab Ahmed, précédemment conseillère chargée de la coopération. Direction de la planification des statistiques et de l'évaluation, directeur Sidi Oul Mouloud, maître de conférence à l'ISKE. Direction des ressources humaines, directeur Mohamed Ould Cheikh Sid Ahmed, précédemment chef de service. Direction des ressources financières et du patrimoine, directeur Abdallah Ould Hamoudi, administrateur de régie financière. Établissement public, Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation, directeur Ahmed El Mouna, précédemment directeur à l'École supérieure polytechnique. Autorité mauritanienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, directeur Mohamed Lamine Ould Hales, professeur habilité à la faculté de lettres et sciences humaines. Directrice adjointe Aissata Diallo, précédemment inspectrice générale. Centre national des œuvres universitaires, directeur Mohamedou Dioudouane, précédemment directeur de l'Institut supérieur professionnel des langues, de la traduction et de l'interprétariat. Institut supérieur professionnel des langues, de la traduction et de l'interprétariat, directeur Mohamed Lamine Ould Sidi Baba, précédemment directeur adjoint du même établissement. Institut supérieur de la comptabilité et de l'administration des entreprises, ISKAE, directeur Sidi Mohamed Ould Abdel Daim, précédemment directeur adjoint du même établissement. Faculté de médecine, doyen Sidi Rouafi Baba, précédemment vice-doyen. Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso, directeur Talb Khiar Cheikh Melaïnin, précédemment directeur de la recherche scientifique et de l'innovation. Et dans le point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et de Relations avec le Parlement, M. Mohamed Mokhtar El-Tahi, a commenté les résultats du Conseil des ministres. Le dispositif sanitaire national se renforce désormais par la nouvelle infrastructure inaugurée hier par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. L'hôpital mobile Mohamed Ben Zayed pour la prise en charge de la Covid-19 s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre notre pays et l'État des Émirats arabes unis. Bokar Baylapa. L'hôpital mobile Mohamed Ben Zayed pour la prise en charge de la Covid-19 constitue un apport de taille pour le système sanitaire national et une preuve éloquente de la solidité et de l'exemplarité des liens de coopération unissant la Mauritanie et l'État des Émirats arabes unis. D'ailleurs, c'est le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, qui a inauguré la structure. Après avoir coupé le ruban symbolique, il a été édifié sur les différents services et ses multiples missions. Une structure équipée de tout le nécessaire pour la prise en charge des cas de coronavirus. Après l'acte marquant la mise en service de la structure hospitalière, place au cérémonial des allocutions. À cette occasion, le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahaf, a d'abord remercié l'État frère des Émirats arabes unis pour son soutien significatif face à cette pandémie. Il a ensuite rappelé que cet État était le premier à livrer des vaccins, des équipements et des techniciens pour la formation du personnel médical mauritanien. Comparant le niveau des équipements dans le pays avant le début de la pandémie et aujourd'hui, le ministre de la Santé a rappelé que la Mauritanie avait seulement 2 centrales d'oxygène, 15 lits de réanimation et 22 respirateurs. Actuellement, notre pays possède 12 centrales d'oxygène, 294 lits de réanimation et 234 respirateurs. Il a indiqué que cette pandémie est devenue un défi majeur à prendre en compte, non seulement au niveau de l'approche sanitaire, mais aussi sur tous les plans.
Autre allocution, c'est celle faite par l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, son Excellence Ahmed Ghanem Hamed El Moutairi, qui a indiqué que l'hôpital constitue un nouveau jalon dans le renforcement des relations unissant les deux pays, conformément à la volonté de leurs dirigeants. Il a également réaffirmé la solidarité de l'État des Émirats Arabes Unis, direction et peuple avec la Mauritanie dans ces conditions difficiles. De son côté, la présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimata Bint Abdelmalik, a exprimé sa reconnaissance au président de la République pour le grand intérêt qu'il accorde aux citoyens en cette période difficile. Elle a également remercié l'État des Émirats Arabes Unis pour le soutien qu'il ne cesse d'apporter à notre pays et dont l'hôpital constitue une preuve tangible. L'hôpital mobile Cheikh Mohammed Ben Zayed est équipé de tout le nécessaire pour la prise en charge des cas de Covid-19, d'une centrale d'oxygène, d'un laboratoire et d'un appareil de radiologie. Il se compose de 2 grands pavillons. L'un est constitué de panneaux préfabriqués, l'autre mobile constitué de tentes et de conteneurs renforcés par l'équipement et les fournitures appropriées. Khalil Issaq Cheikh Sidina est coordinateur des activités de l'hôpital mobile Mohammed Ben Zayed, explique que le premier pavillon dispose d'une capacité de 120 lits, dont 24 lits destinés aux soins intensifs. Le second pavillon dispose d'une capacité de 100 lits. À cela s'ajoute un matériel médical nécessaire à la réservation et à la prise en charge des patients. Activité parlementaire, l'Assemblée nationale a adopté au cours d'une plénière tenue aujourd'hui le projet de loi relatif à la convention de prêt signée entre notre pays et la Banque islamique pour le développement, destiné au renforcement de l'enseignement et à l'apprentissage des sciences et des technologies de l'innovation dans les établissements de l'enseignement secondaire. Compte rendu de Melika Nagli. L'Assemblée nationale a approuvé, lors d'une séance plénière tenue sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, M. Cheikhoul Baya, un projet de loi relatif à l'accord de prêt signé le 12 juillet 2021 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique de développement en faveur du soutien à l'éducation, à l'apprentissage de la science, de la technologie et de l'innovation dans les écoles secondaires. Le ministre de l'Économie et de la Promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, a expliqué dans son intervention devant les députés que cet accord s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant à réformer l'enseignement secondaire, notamment sa restructuration et à renouveler les cursus de formation et à développer les capacités des enseignants en privilégiant l'enseignement expérimental des sciences. Ceci afin de préparer les jeunes à poursuivre leurs études et à entrer en même temps dans la vie active. Il indiquait que ce projet vise à améliorer les qualifications des enseignants et des inspecteurs de l'éducation dans l'enseignement secondaire, à encourager l'enseignement expérimental des sciences dans l'enseignement secondaire et à stimuler l'innovation dans les établissements d'enseignement secondaire. Il a souligné que le coût total du projet est d'environ 13,44 millions de dollars, dont 12 millions de dollars de contribution de la Banque islamique de développement et 1,64 millions de dollars de contribution du gouvernement mauritanien. Il indiquait que ce prêt qui s'élève à environ 430 millions d'ouguiyas nouvelles sera remboursé sur 25 ans, dont 7 ans de différé d'amortissement avec des frais de service de 1,5% par an. Les députés ont salué dans leur intervention tout ce qui constituerait un investissement dans les ressources humaines qui sont devenues la véritable richesse garant du développement et qui ont encore besoin de plus d'investissements pour se moderniser et améliorer leurs performances. Certains d'entre eux ont indiqué que le gouvernement se concentre sur la mobilisation des ressources nécessaires au financement des projets, sans prêter d'attention au suivi de leur mise en œuvre et sans vérifier l'utilisation de ces fonds dans les domaines qui leur sont effectivement alloués. Certains d'entre eux se sont interrogés sur l'opportunité d'affecter ce prêt à la technologie et à l'innovation dans l'enseignement secondaire dans un pays qui a des priorités urgentes, car il souffre d'une pénurie d'enseignants et manque d'infrastructures et d'équipements pédagogiques nécessaires au processus éducatif. Direction la wilaya du Hawd al-Gharbi où l'opération de distribution de cash transfert régulier au profit des familles pauvres de la wilaya a été lancée dans la capitale Ayoun ce matin par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur. Compte rendu de l'Hajj Abdelaïdine. Cette opération de distribution de la ration cash est destinée aux ménages répertoriés en situation d'insécurité alimentaire. À travers cette opération, la délégation générale Ta'azur œuvre à augmenter le pouvoir d'achat des familles défavorisées et à renforcer l'efficacité des filets sociaux. M. Moulay Hassan Oulzaidan, coordinateur national du programme Tekavoul,
a précisé que cette opération s'inscrit dans le programme prioritaire élargi du président de la République qui vise à améliorer les conditions de vie des catégories vulnérables. Il a ajouté que pour garantir la remise directe de cette aide aux ménages concernés et afin d'éviter tout rassemblement en cette période de pandémie, la délégation générale Ta'azur a conclu un contrat de remise de ces montants avec des prestataires de services de paiement. En collaboration avec ses partenaires, la délégation générale Ta'azur a utilisé des moyens technologiques modernes garantissant la vérification de l'identité des personnes bénéficiaires à travers la technique du code barre. Les bénéficiaires de cette opération ont exprimé leur satisfaction quant à cette aide généreuse. Ils ont remercié les pouvoirs publics pour cette intervention louable qui vient à point nommé. Le nombre des ménages en situation d'insécurité alimentaire bénéficiaires de cette aide au niveau de la wilaya de Houd al-Gharbi est de 889 familles vulnérables. Autre activité de la délégation Ta'azur, mais cette fois-ci dans la wilaya de la Saba, l'inauguration d'une école fondamentale dans la localité de Fam el-Khdarat. Retour à Bokaba là-bas. L'école de la localité de Fam el-Khdarat en Asaba se compose de 8 salles de classe, 3 bureaux administratifs, un logement pour le gardien et des toilettes. Et c'est le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, Mohamed Mahmoud al-Baasriya, qui a inauguré cet établissement dans le cadre du programme Sheila. Ahmed Lefdal est le coordinateur du programme Sheila de Ta'azur, a passé en revue des exemples de réalisations accomplies jusqu'à présent dans le cadre de ce programme au niveau national. Il a précisé que la construction de cet établissement scolaire a été réalisée selon les normes techniques requises. Et cela a nécessité une enveloppe financière de 94 millions d'anciennes ouguiyas. De son côté, le maire de la commune d'Arorat, Mustafa Oulsoilek, a salué la réalisation de cette infrastructure, exprimant son souhait de voir plusieurs projets réalisés au profit des populations de sa commune. Le représentant de l'association des parents d'élèves a loué la mise en œuvre de cet établissement scolaire qui permettra de réduire la pression sur les autres écoles dans la commune. Pour rappel, Ta'azur a déjà construit 63 établissements scolaires, tout comme il a pris en charge 100 000 familles nécessiteuses dans le domaine de la santé. À Nouakchott, le ministère de la Santé a réceptionné aujourd'hui du matériel médical fourni par l'Organisation mondiale de la santé et la société British Petroleum. Ce don s'inscrit dans le cadre de l'appui aux efforts déployés par le gouvernement pour faire face à la troisième vague du coronavirus et limiter ses répercussions. Retour à Al-Hajj Abdoulaye. C'est une quantité d'équipements médicaux offerte par la société British Petroleum à notre pays. Le don médical comprend des appareils sophistiqués pour effectuer les tests et les examens médicaux. Le don renferme également des matériels du laboratoire. Le conseiller du Premier ministre chargé de la santé et des affaires sociales, M. Bahampaté, a expliqué l'importance de ce don médical. Le don que vous nous faites aujourd'hui, indéniablement, viendra renforcer le laboratoire. Je vous rappelle qu'en janvier 2020, lors du début de cette pandémie, nous étions à 0 plateau technique capable de faire la PCR. En 8 mois, nous sommes passés à 4 plateaux techniques, 2 au niveau de l'Institut national de recherche en santé publique, un plateau technique au niveau du centre hospitalier des spécialités et un autre plateau technique au niveau de l'Institut national d'hépatovirologie. Aujourd'hui, avec ces 3 plateaux, nous passerons à une capacité de 7 et peut-être même que dans les jours à venir, le laboratoire sera renforcé, j'espère bien, par un séquenceur qui nous permettra très certainement de connaître les souches ou bien les variantes circulant. Le directeur régional de la société British Petroleum, M. Mohamed Limam, a exprimé sa fierté et celle de la société de contribuer aux efforts nationaux de lutte contre la pandémie Covid-19. Dans le même sillage, l'Organisation mondiale de la santé a offert également une quantité d'1 million de masques aux autorités sanitaires nationales en collaboration avec la République fédérale de l'Allemagne. M. Patrick Caboret, représentant par intérim de l'OMS en Mauritanie, a donné certains éclaircissements sur la nature de ce don. Il faut dire que ce lot de masques sera utilisé de 2 manières. Il y a 500 000 qui font l'objet de la remise de ce matin et directement aux autorités du ministère pour l'utilisation dans le cadre de la riposte. Et l'autre moitié sera réservée
et à la stratégie de surveillance et d'isolement des cas qui a été validée par le ministère de la Santé. Ces multiples dons médicaux octroyés par les partenaires de la Mauritanie devraient concourir à une lutte renforcée contre la troisième vague du coronavirus que notre pays connaît depuis quelques semaines. Les travaux d'un atelier de formation sur le montage de projets de recherche organisé par l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation avec l'appui au Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'Agence universitaire de la francophonie ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. L'ouverture s'est déroulée sous la supervision du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Compte rendu de Najia Jakani. Cet atelier de formation en montage de projet vise à renforcer les capacités d'une vingtaine de responsables d'unités de recherche de Mauritanie et du personnel de l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation. Cet atelier est organisé par l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation avec l'appui du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'Agence universitaire de la francophonie en ce qui concerne la gouvernance du système de la recherche scientifique. Ouvrant l'atelier, le secrétaire général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Ahmed Oul-Khtera, a indiqué que la bonne préparation de projets de recherche est aujourd'hui l'une des garanties essentielles pour un projet concurrentiel et partant une des clés pour son financement dans le cadre des appels d'offres lancés aussi bien au plan national qu'international. De son côté, le directeur de l'Agence nationale de la recherche scientifique a souligné que le renforcement des capacités est l'une des 6 actions du programme Temkin de son département qui vise l'octroi de dotations annuelles aux structures de recherche, notamment la subvention pour dotation en équipement pour la recherche, le financement des appels d'offres aux projets nationaux, bilatéraux et multilatéraux, l'achat de consommables scientifiques et la mobilité chercheurs. Le représentant de la direction régionale du Bureau d'Afrique de l'Ouest a indiqué: je tiens tout spécialement à remercier l'ANRSI d'avoir initié cette mission d'assistance qui vise à capaciter le personnel de l'ANRSI et les responsables des structures de recherche de notre pays, notamment pour le montage de projets de recherche et développement et la structuration des appels à propositions, afin d'être en phase avec les besoins du pays, tout en respectant les standards internationaux. Ces questions inscrites dans notre stratégie quadriennale, donc de l'AIF, nous préoccupent au quotidien. Au cours de cet atelier de 3 jours, des exposés sur la présentation de projets universitaires seront suivis par les participants. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien a présidé aujourd'hui à Nouakchott une réunion des fédérations nationales des pêches consacrée à l'examen des différents problèmes des acteurs privés du domaine, en particulier ceux soumis à l'administration, pour leur trouver des solutions. Compte rendu de Houroul Mouila. Débattre des problèmes rencontrés par les acteurs de la pêche privée en vue de leur trouver des solutions. Tel est l'objet de cette séance de travail tenue par le président du patronat mauritanien avec la Fédération nationale de pêche. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zain Al-Abidine, a indiqué que cette réunion était prévue à Nouadhibou, mais que les conditions sanitaires nécessitaient de la tenir à Nouakchott. Il s'agit, a-t-il dit, de soulever les problèmes du secteur de la pêche et de les présenter aux autorités compétentes afin de trouver des solutions adaptées. Il a ajouté que parmi les questions abordées lors de la réunion figure l'étude des moyens d'augmenter les investissements dans ce secteur vital, notant à cet égard l'attention que les plus hautes autorités du pays accordent à l'investissement. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zain Al-Abidine, a indiqué que le secteur de la pêche est un secteur vital, l'un des plus importants de l'économie nationale. C'est un secteur d'exportation qui fournit au pays d'importants revenus en devises fortes. Notant qu'un secteur de cette taille nécessite des acteurs de fournir tout ce qu'ils peuvent en termes d'investissement. Le secrétaire général de la Fédération nationale de pêche a déclaré: il y a le problème de la ressource. Quand on parle de pêche, c'est la ressource avant tout. Et aussi, nous avons connu l'année dernière des indices d'abondance très bas. Et donc, il y a des problèmes de ressources qui préoccupent les gens. Et il y a des mesures qui ont été faites. Vous êtes censé ignorer qu'on vient de sortir d'un arrêt de 3 mois sur l'activité pour permettre exactement des stocks de se renouveler. Cela se reprend petit à petit. C'est un secteur très sensible, mais il est très important au niveau de l'emploi, au niveau des recettes de l'État et surtout des recettes d'exportation. Voilà, c'était un échange très utile
Et ça nous a permis un peu d'actualiser les problèmes encore posés au niveau du gouvernement, que nous remercions pour les mesures qui ont déjà été prises, mais que nous aimerions aussi qu'ils continuent à se pencher pour résoudre ça. Il y a eu le directeur de l'Assemblée qui était avec nous, avec son staff, et ils nous ont rassurés sur les mesures qu'ils ont prises, et nous pensons confiants que cela va permettre d'améliorer le climat de travail des industries, qu'ils soient nationaux ou étrangers. La rencontre a pour finalité de valoriser les potentialités halieutiques nationales et de moderniser la commercialisation du poisson, en plus de l'ancrage des règles de la bonne gouvernance dans ce secteur vital. Nous allons à présent suivre le point de presse quotidien du ministère de la Santé relatif à l'évolution de la pandémie du Covid-19 dans notre pays. La situation épidémiologique de la pandémie Covid-19. Durant les dernières 24 heures, 313 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés, dont 8 cas contacts et 305 cas communautaires. 112 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et malheureusement 5 décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 24 662, dont 9 244 cas contacts, 15 215 cas communautaires et 203 cas importés. Le cumul de cas de guérison enregistrés depuis le début de la pandémie est de 21 780. Et aussi le cumul de décès est de 547. Nous avons aujourd'hui, toujours en augmentation des cas actifs, nous avons aujourd'hui 2335 cas, dont 2229 asymptomatiques, 67 avec des symptômes simples et 39 avec une situation grave. La répartition des nouveaux cas enregistrés par Mogata: 4 à Djigani, 1 à Nema, 5 à Barkewel, 2 à Gerou, 3 à Kifa, un nouveau cas à Kaedi, 8 à Mbout, 2 à Magama, 6 à Mongel, 2 à Mbagne, 1 à Magdal Hajar, 4 à Boutilimit, 5 à Kermessin, 2 à Medredra, 1 à Wadenaga, 3 à Arkiz, 1 à Rosso, 4 à Atar, 58 nouveaux cas à Nouadhibou, 5 à Mijriya, 4 à Tijikja, 1 à Kabou, 9 à Zouarat, 8 à Akjoujet, 1 à Benishab, 6 à Oksar, 4 à Sabha, 33 nouveaux cas à Tefraq Zeyna, 24 à Dar Naïm, 28 à Tayart, 22 à Toujounine, 31 à Aravat, 14 nouveaux cas à Dar Almina et 10 nouveaux cas à Riyad. 3085 nouveaux tests ont été réalisés durant les dernières 24 heures, dont 2419 TDR et 666 PCR. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit nos compatriotes de retour des territoires maliens après leur enlèvement lors d'une attaque à main armée contre un chantier de travaux publics entre les villes de Kala et de Nouara. Le Conseil des ministres approuve un nombre de projets de loi et de décrets, dont un projet de loi relatif au patrimoine culturel subaquatique. L'Assemblée nationale adopte un projet de loi relatif au renforcement de l'enseignement et à l'apprentissage des sciences, des technologies, de l'innovation dans les établissements de l'enseignement secondaire. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritania.